Ok les gars, nouvel épisode aujourd'hui, direction l'ACMA, donc c'est une salle de force située à Maisons-Alfort, donc que je connais bien. Et je vais en profiter du coup pour faire l'épisode 2 de mon tour de France des salles. Bon, là c'est plus le tour d'Île-de-France des salles pour l'instant. Mais le mois de mai, avec tous les ponts qu'il y aura, je pense que je vais en profiter pour essayer de faire quelques déplacements sympas. On se donne rendez-vous à l'ACMA tous ensemble pour faire une petite séance. Voilà, c'est pas très loin de chez moi en vrai, c'est 30-40 minutes de transport en commun, c'est le métro, donc voilà, let's go. Et on se revoit ce soir, toi. Tu lui fais des bisous. Voilà, tout va bien. Ok, on est en route. L'ACMA, donc. L'ACMA, ça fait... Putain, ça fait longtemps en vrai que je connais cette salle. Longtemps. Depuis que je fais de la force, donc depuis 2023 à peu près. Je crois que c'est l'une des toutes premières salles de force que j'avais fait. L'objectif, c'est de vous montrer un peu la salle, l'ambiance, etc. Donc, comme je disais, c'est situé à Maisons-Alfort. Donc, c'est dans le 94. C'est tout dans le coin, là, vers les Créteil, Alfortville, Charenton, c'est pas très loin aussi. Charenton, c'est là où j'ai habité pendant longtemps. Donc ouais, c'est toujours des souvenirs quand je repasse dans ce coin. C'est des zones que je connais un peu. Et j'ai pas tellement l'occasion d'y aller. Parce que du coup, l'ACMA, c'est une salle qui a des horaires assez restreints, entre guillemets, puisqu'elle est rattachée à un gymnase du coup en ville. Donc c'est pas comme par exemple SPC qui est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. L'ACMA, je crois que c'est ouvert du lundi au samedi. Et par exemple, le samedi, je crois que ça ferme à 18h, 18h30, un truc comme ça. Donc, ça veut dire en gros, généralement, une séance, un gros SBD, ça dure entre 2h et 3h. Donc, si t'es pas là avant 16h, généralement, c'est un peu compliqué. Niveau matériel, etc., il y en a un petit peu moins qu'à SPC. Même s'ils se sont procurés des plates et des combo racks depuis, je crois que d'ailleurs, ils en ont un Maniac. Qui est la marque qui représente du coup les championnats de France. Même avec ça, je trouve que c'est encore un peu short entre guillemets, parce que pareil, du coup, vu que c'est quand même assez bien situé dans Paris, t'as du monde qui vient s'entraîner. Donc voilà, après c'est pas grave. On tourne avec les gens. Si l'un a besoin de plate, on lui passe, il les repasse après, voilà, on n'est pas des animaux non plus. Mais voilà, pour les raisons que j'ai citées avant, ça fait que c'est pas forcément l'une des salles que je privilégie, surtout pour mes entraînements le week-end. Parce que même si c'est pas forcément très loin, mais à la limite je préfère faire 20-30 minutes de trajet en plus et être sûr d'avoir entre guillemets du matériel à disposition. Je me souviens que la première fois que j'y suis allé, toujours Iliam qui s'entraîne là-bas, Iliam donc champion de France en moins de 105 kg. Deadlift monstrueux. Et justement on tournait pas ensemble au terre mais il faisait du terre à côté de moi. À l'époque je devais tirer je sais plus 170, un truc comme ça, c'était vite fait. Mais il avait besoin de plate parce que lui il y en avait pas assez pour lui. Du coup, je lui ai passé les miennes, mais je pensais qu'il me les rendrait après. Jamais. J'attends encore mes plates. De toute façon, en vrai, c'est rien. Il y avait d'autres... En fait, ils ont des plates du coup calibrées, mais ils ont aussi des bumpers, d'autres choses. Donc en vrai, si on n'est pas très regardant sur ça, on s'en fout. Il y a du matériel, il y a ce qu'il faut. C'est juste que, voilà, niveau plate calibré et tout, ils en ont un petit peu moins que dans d'autres salles. Donc c'est le jeu. Et du coup, je vous en profite pour vous montrer. Donc moi actuellement je suis Le Dreux-Rollin, donc pas très loin du 11e, l'arrêt juste avant c'est Bastille. Là où j'ai habité pendant très longtemps avant, c'est vers Charenton, donc j'étais vraiment vers Liberté quoi. Et là aujourd'hui on va jusqu'à Maisons-Alfort les Juliettes, voilà. Et après on va marcher 10 minutes à peu près, même pas. Donc voilà, on vient d'arriver. Donc la salle elle est en dessous. Et ici je vais vous filmer de l'extérieur. Voilà. De l'extérieur, ça ressemble un peu à ça. C'est assez sympa, vous allez voir. Bon les gars, ça y est, on est arrivé. Donc j'ai pris des petits plans de la salle avant en arrivant, comme ça je les mettrai après. Et du coup la séance d'aujourd'hui elle est assez simple en soi. 4 singles à 185 au squat, un single à 195 ensuite, 127,5 au bench en single et des back-off à 120. Et à peu près pareil au terre, 185 4x1 et un single à 190. Mais là le terre je sens qu'il revient bien. Donc voilà. Quelle horreur le C4. Je peux te donner un coup de main pour les sleeves? Ouais.
Tire bien, tire bien. Vas-y. 1, 2. C'est bon. Justement, il était plus grand. Donc du coup, tu vois, genre là, tu le tirais, là, il fallait vraiment le tirer vraiment presque au bout, là, tu vois. Let's go. Ok. C'était top 7? Ouais, bah pas de soucis. Allez, facile. Allez, très bien, bon, allez. Bien joué, mon gars. Allez. Allez, Juan, facile. Allez, appuie la deft, allez. Voilà. Accord. Appuie. Allez, facile. Plus qu'une. On passe au bench maintenant. On va essayer de bench sur le maniac. J'ai jamais bench sur un maniac de ma vie. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, quand je dis maniac, c'est le banc, le développé couché de la marque Maniac. Et en gros, au championnat de France, c'est cette marque-là qui est présente. Donc ça permet de se mettre un peu sur des standards de championnat de France, donc c'est cool. Ok, on va essayer le setup de la poule gain sur la mobilité. J'en avais marre, j'utilisais toujours mon rouleau, mes étirements, machin et tout. Donc on va faire un truc one shot. Le principe, c'est juste de sortir la barre et de faire l'extension. Ça se présente un peu comme ça, du coup. Simplement. Reste comme ça. A few moments later. 5 minutes later. Voilà, on est tiré. Let's go. Toujours le tarpé à la mode. Debout du prendre avec modération. Attention, trahison, arrestation, mandat.
La banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Du coup, le bench sur le Maniac, incroyable. Faut juste que je reprenne un peu des repères sur ce type de banc. Mais en vrai, genre, je sais pas, moi je me suis bien senti dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce que c'est un banc qui est assez rigide. En gros, en compétition, souvent en fonction des marques, on va retrouver des bancs un peu moelleux. Donc plus c'est moelleux, plus généralement on est confortable parce qu'on arrive à encore plus enfoncer ses épaules dans le banc, on se sent plus stable en gros. Tandis que sur ces types de bancs là, comme le Maniac, on a plus l'impression de bench sur, quelque chose de dur quoi. Et donc du coup, bah, on se sent un peu moins stable. Voilà. Après tout dépend de la morphologie du gars, de sa technique. Mais voilà, moi en tout cas sur ces types de bancs là, je sens que je peux, si je me place bien, je sens que je peux faire des choses. Et c'est vachement cool voilà, de s'entraîner dans des salles où on propose ce type de matériel parce que moi c'est pas demain que je vais faire des championnats de France. Moi qui m'entraîne plus ou moins souvent à Léonesse, bon bah un banc à Léonesse et un banc ici ça n'a rien à voir quoi. Donc c'était cool de pouvoir m'entraîner sur ce type de matériel. Et du coup gros big up à l'ACMA, hein. Ils ont du bon matos. Tu fais combien de reps? 3. Allez, c'est parti. Allez. Parfait. Allez, accord. Allez. Tout seul. Parfait. Allez, c'est solide là. Le terre revient. Enfin, retrouver mon football. Ça y est. D'accord. Allez mon gars. Bon Greg. Eric, merci. Et là je suis avec Greg, qui est l'un des gérants du coup de la salle. On est là à l'ACMA du coup, Maison Alfort. Donc moi j'avais quelques petites questions à te poser sur la salle. Ouais. Déjà, depuis combien de temps l'ACMA ça existe? L'ACMA, c'est un club historique. Ça Ok. fait des années que le club existe, plusieurs décennies même. On va dire qu'à un moment donné, il y a eu une forme de renouveau dans le club. Ok. Et l'ACMA tel que tu le connais aujourd'hui, ça fait à peu près 6-7 ans qu'il existe. 7 ans, ouais. Mais le club existe depuis les années 60. 60. Ouais. Alors je connais Mais pas ici. 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 C'est que ça a été en fait, si tu veux, une succession de gérants, de présidents. Il y a eu à un moment une ère, on va dire, haltérophilie. Il y a eu une ère judo. Il y a eu plein de moments. C'est un club qui est chargé d'histoire. Toujours à Maison Alfort. Toujours à Maison Alfort, dans ce local, avec les mêmes machines jaunes. Ok. Donc c'est un club qui a une grande histoire, qui s'est un petit peu perdu avec le temps. Donc c'est un club qui est très ancien. Mais le club, encore une fois, tel que tu le connais aujourd'hui, il a 6-7 ans. 6-7 ans, ouais. Et c'était à l'époque Marco qui avait repris le club, la présidence du club. Et c'est lui
qui avait vraiment insufflé ce renouveau, qui a rapporté de la jeunesse, de la popularité, qui a vraiment fait du bruit quand il a repris le club. Ok. Et c'est un peu sur la base de ce qu'il a amorcé que nous on a continué à faire évoluer le club dans ce sens, avec de Avec de l'AFA l'AFA, exactement. ouais. Ok. Avant ça, tu avais eu Livy et Raoul qui sont d'ailleurs encore présents dans le club et qui avaient, si tu veux, géré le club pendant plusieurs années en attendant d'avoir un successeur en qui ils avaient confiance. Et donc ouais. ça a été Marco. Et c'est lui ensuite qui a aussi initié le club tel que tu le vois aujourd'hui. L'ACMA, ça a été l'un des tout premiers clubs de force dans lequel je suis allé. Ok. Et le tout premier truc que j'ai remarqué en fait en venant ici, c'est que je trouve que cette salle elle a grave quelque chose d'authentique en fait. Que ce soit par ses athlètes, mais aussi juste quand on rentre, on voit toutes ces machines, ces haltères, qui a du vécu en fait. C'est pas comme les nouvelles salles de force qui ouvrent aujourd'hui, qui ont cet aspect un peu neuf. Il y a surtout voilà, cet aspect, on va dire, un peu de l'ancien et qui donne vraiment voilà, ce charme à la salle. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, l'ACMA, tu penses que dans 2-3 ans, l'ACMA restera ici? Tu comprends bien? L'ACMA aujourd'hui, c'est affilié donc du coup à une mairie, c'est ça, la mairie de Maisons-Alfort? Exactement. Alors si tu veux, donc l'ACMA aujourd'hui se trouve dans un complexe sportif, donc Ouais. dans un gymnase, où il y a d'autres associations qui sont hébergées. Il y a la gym, il y a le judo, qui est un club historique à Maisons-Alfort. Ouais. Il y a le karaté, je crois qu'il y a aussi le kendo, et on a aussi Ah ouais. l'escrime, avec qui donc on a il y a vraiment avec qui on a un beaucoup de- partenariat. On a un partenariat avec la gym également. Donc si tu veux, la salle, elle est dépendante, vu qu'on est dans une structure qui appartient à la mairie. Les murs appartiennent à la mairie. Voilà. Par contre, tout le matériel, ça appartient à l'ACMA. C'est-à-dire Voilà. que tout ce que tu vois ici, c'est l'ACMA qui l'a financé. C'est ça. Mais par contre, les murs sont prêtés par la mairie. C'est ça. Donc demain, imaginons que demain, vous déménagez, vous pourrez tout prendre. On pourrait tout prendre. Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, on n'a pas du tout cette ambition Ouais. de déménager. Ok, ok. On est très satisfait globalement des conditions qu'on a ici. Parce Ouais. que ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que à partir du moment où tu n'es plus, on va dire entre guillemets, sponsorisé par la mairie, ben, du coup, il faut que tu trouves un local. Et généralement, c'est un local privé. Ouais. Et donc, du coup, rentre en compte le fait de payer un loyer. Là, vous ne payez pas le loyer. Là, on ne paye pas de loyer. C'est ça. Donc, c'est quand même un avantage énorme. Économiquement, ouais. Économiquement, c'est un avantage énorme et on le sait, on le voit à travers justement les très bonnes initiatives des personnes qui essaient d'ouvrir des clubs de force, etc. On peut vite se heurter à des gros freins, ne serait-ce que déjà par rapport aux riverains, aux voisins. On ne se rend pas forcément compte, nous, en tant que pratiquants, des nuisances sonores que ça peut provoquer, notamment avec le soulevé de terre. Mais quand voilà, les habitants ils sont dans leur quartier depuis des années, qu'ils sont habitués à leur calme, etc. et que tout d'un coup, il y a un groupe de mecs qui vient, qui fait du deadlift, même s'ils sont très bien intentionnés, des gens très bien, très respectueux, etc. Eux, la seule chose qu'ils voient, c'est le bruit. Totalement. Donc ça peut mener à des plaintes, ça peut mener à des fermetures de salles. Vous avez jamais eu de plainte ici? On n'a jamais eu de plainte, mais je pense parce qu'on est hébergé justement par la mairie. Mais quand on fait tomber les barres, tout le gymnase l'entend. Et d'ailleurs, quand tu es à 200 mètres de la salle, avant même d'arriver dans la salle, quand Oui. tu es tout en haut là, On peut s'il y a un mec qui fait du terre, tu l'entends. Ouais, totalement. Tu vois. On a aussi l'avantage finalement d'être dans une situation, on va dire, géographique qui est avantageuse parce que tu as vu, on est dans un renfoncement, on est bas. C'est ça, on est presque sous terre. Hein, presque. C'est ça, bah, c'est le cas. Donc même pour ces raisons-là, donc le loyer, tout ce qui est par rapport aux nuisances sonores, aussi ce qu'il faut dire c'est que comme la structure ça appartient à la mairie, c'est là aussi la mairie qui entretient la structure, donc c'est les gardiens qui sont chargés de mettre du liquide savon dans les vestiaires, changer les papiers toilettes, nettoyer les vestiaires, nettoyer la salle. Il y a beaucoup d'avantages au fait d'être dans cette structure. Donc il n'y a aucun projet actuellement d'être délocalisé pour Ouais. être sur un format privé. Très économiquement, tu as énormément d'avantages. Et tu vois, tu as des clubs aujourd'hui, je sais pas si tu les connais, par exemple le PAG à Lyon. Ouais, bien sûr. Ou même, il y en avait un, je crois, en région parisienne, j'ai oublié son nom. Mais des clubs qui ont fermé parce que voilà, ils payaient un loyer trop cher pour les rentrées d'argent qu'ils avaient. C'est ça. C'est des clubs qui ont fait faillite. Surtout que c'est très difficile encore aujourd'hui de faire fonctionner un club économiquement, de le rendre pérenne juste sur la base de la force athlétique. Aujourd'hui, et ça je le dis tout le temps, c'est le discours que je tiens habituellement, si aujourd'hui on peut faire de la force athlétique à Maisons-Alfort et à l'ACMA, c'est grâce aux autres adhérents. Parce que l'activité force athlétique, c'est une activité qui coûte de l'argent, c'est une activité à perte. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, quand on fait le bilan sur la force athlétique, on est négatif. Ah, énorme. Disons qu'on peut l'absorber, Oui. mais si on n'avait pas les cours collectifs, si on n'avait pas les adhérents de musculation, si on n'avait pas le cross-training, si on n'avait pas le yoga, etc.,
tous les adhérents finalement Tous qui ceux qui sont sont invisibles ici, à tes yeux, ouais. parce qu'ils font leur activité dans une autre partie du gymnase, à des horaires où parfois, où toi par exemple tu vas pas venir, ça représente la grande partie de nos adhérents. Donc sans eux, on pourrait pas acheter du matériel, on pourrait pas acheter des bancs calibrés, on pourrait pas... C'est une forme d'équilibre en fin de compte. C'est une forme d'équilibre. Une forme d'équilibre, totalement. Et c'est un équilibre auquel on tient beaucoup à l'ACMA. Le fait que voilà, les personnes qui viennent nous rejoindre, qui veulent faire de la force athlétique, elles se rendent bien compte qu'ici, c'est pas qu'un club de force athlétique. Et moi, je suis très attaché à cette idée sur le fait que chacun ait conscience que si aujourd'hui on peut pratiquer la force athlétique comme dans les conditions dans lesquelles on pratique, donc je pense de très bonnes conditions à l'ACMA, Ah oui, non, totalement. c'est grâce aux autres adhérents. Aujourd'hui, genre tout le matériel vous suffit et peut-être investir dans d'autres choses. C'est quoi ta vision Alors là-dessus? ça suffit jamais. Ouais. Ça suffit jamais. Évidemment, nous on a la volonté de continuer, déjà entretenir notre matériel. J'ai brossé ma barre d'ailleurs. Non, nous notre volonté c'est continuer déjà à renouveler le matériel parce que comme je te le disais, il y a du matériel qui est très ancien. Par exemple, le banc sur lequel tu t'assois, Ouais. tu pourras constater que le mécanisme c'est un mécanisme à chaîne. Ouais. Ça n'existe quasiment plus. Donc ça c'est une machine qui a, je pense, au moins 40 ans. C'est-à-dire que tous les anciens qui viennent dans la salle et qui passent, ils disent « Ah mais je me souviens de cette machine jaune, etc. » Donc 40 ans c'est le minimum. Alors, si la pluie casse, le mec qui te remplace la pluie, là pour remplacer ça. C'est ça, ça va être hardcore, ça va être compliqué. Donc si tu veux, on a cette volonté de renouveler le matériel qui va bientôt falloir renouveler. Donc par exemple ces poulies-là qui commencent à se faire vieilles, on a changé plusieurs fois les mécanismes au niveau des poulies Ouais, les roulements. parce qu'il y a eu de l'usure. Donc comme tu l'as dit et comme tu l'as constaté, chaque année on essaie de faire des investissements pour renouveler un petit peu les machines, apporter de nouvelles machines Ouais. et surtout essayer d'avoir des... Au global, pas forcément FA, mais aussi sur la partie Global aussi. musculation. Parce que, encore une fois, on a conscience que c'est pas que grâce aux adhérents de Force Athlétique qu'on peut avoir la pratique. Donc Ouais. c'est important que les autres adhérents de notre salle sentent qu'ils sont pris en considération. Exactement. Et pour nous, ça reste une priorité. Exactement. C'est pour ça qu'on achète du matériel aussi de musculation générale. Ouais. S'il y a besoin de petits matériels pour les cours collectifs, on l'achète aussi. S'il faut renouveler les tapis, on les renouvelle. Donc il y a cette volonté de rénover, d'entretenir et de continuer à investir. Par exemple, cette année, on a acquis le banc Maniac parce qu'on a des athlètes qui font les championnats de France, les championnats d'Europe. Exactement, Donc pour c'est qu'ils ce que soient au j'allais plus dire. proche des conditions de compétition, comme on avait le budget, du coup on a acheté ce banc. C'est ultra louable. Tu vois l'ACMA, là, j'essaie de tourner quelques plans un peu de la salle, mais la quantité de machines, d'haltères, de poids qu'il y a pour faire juste de la musculation, c'est énorme en fait. Et ça, c'est, je trouve, un très grand avantage du coup dans une salle de power. Ouais. Même si, comme tu l'as dit, c'est plus une salle de musculation qu'une salle de power, c'est qu'on peut faire du power ici, mais après si on veut faire du renforcement musculaire avec des machines, aux haltères, etc., c'est possible. Ouais. Alors que dans d'autres salles de power, surtout les plus récentes entre guillemets qui ouvrent de nos jours, bah forcément vu que c'est des salles qui ouvrent avec leurs moyens, ils payent un loco, etc., bah ils n'ont pas forcément l'argent pour investir dans ce matériel-là. Et c'est quelque chose que je loue aussi du coup à l'ACMA, c'est qu'ici on peut tout faire en fait. Ouais. Et pour moi aujourd'hui, c'est vraiment une salle autant de power que de musculation. C'est-à-dire que, mis à part par exemple le singlet ou le fait que tu vas mettre des bandes de poignets ou le fait que tu vas avoir une ceinture SBD, si je t'enlève ça, je serais pas capable d'identifier forcément dans cette salle qui fait de la muscu, qui fait du power. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous rejoignent en musculation, mais dans leur pratique de la musculation, ils utilisent les 3 mouvements. Ouais. On utilise aussi en powerlifting. Totalement. Et inversement, tu as des power parfois qui viennent et ils ont juste une séance renfo, donc ils sont en mode full muscu. Jogging, débardeur. Exactement. C'est ça. Mais ça, c'est pas arrivé naturellement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté dans le discours, dans le comportement, il y a une vraie ligne directrice, il y a une volonté de faire en sorte que tout ce beau monde fonctionne ensemble. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un vient à l'ACMA pour dire voilà, moi j'ai vu que le club, vous faites de la force athlétique, etc., tu es le bienvenu. Évidemment, mais tu es le bienvenu, pas sur la base de ce que tu es capable de produire en termes de performance, tu es le bienvenu sur la base de ton savoir-être et de ton savoir-vivre. Que tu vas être capable de nettoyer ta barre, est-ce que si vous êtes 2, 3, voire 4, même parfois à devoir tourner sur une barre, est-ce que tu es capable de tourner? Est-ce que tu as l'intelligence collective de pouvoir évoluer justement dans un cocon qui existe déjà? Est-ce que tu vas pouvoir t'intégrer Normalement, et c'est la apporter... base, hein. Normalement, c'est la base, Normalement, c'est la mais voilà, aujourd'hui, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est très important de prendre les devants et de préciser tout ça. Parce que si jamais après ça se passe pas bien, ça peut arriver. Au moins, déjà, tu as posé les bases au début et tu peux dire à la personne, voilà, au début je t'avais expliqué, tu remplis pas vraiment le contrat, donc soit on essaye de faire en sorte que ça se passe mieux, ou soit malheureusement il va falloir qu'on se sépare. On ne peut pas sacrifier le groupe qu'on a mis des années à faire monter, parce qu'aujourd'hui tu vois plein d'athlètes, etc., une trentaine, voire même une quarantaine d'athlètes de FA, mais au début on a commencé, on était 2-3, tu vois. Donc il y a déjà une grosse évolution par rapport à notre nombre de pratiquants de force athlétique, d'où le fait qu'après on a continué à investir dans ce sens, sans encore une fois sacrifier les autres pôles. Adhérents, les autres intérêts. C'est intéressant que tu fasses
le parallèle par exemple entre SPC et l'ACMA. Donc ça c'est intéressant d'avoir ce prisme-là. Mais on peut aussi faire la comparaison avec les salles commerciales. Donc par exemple, quelqu'un qui s'entraîne en force athlétique, mais qui s'entraîne commerciale, il va venir ici en se disant « Ah, c'est génial, il y a tout le matériel calibré que je n'ai pas en salle commerciale », mais il va voir que par exemple, niveau machine, il n'y a peut-être pas autant. On peut pas avoir une salle non plus 100% complète, mais l'important c'est qu'elle corresponde en tout cas aux critères de la plupart de la grande majorité. Ah, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, un athlète de force athlétique qui dans sa programmation inclut des renforcements, ici il peut tout faire. Ici il peut tout faire. Et je trouve que c'était compliqué en tout cas de venir ici et de se dire ok mais il y a un exercice que je voulais faire, je peux pas le faire. Sauf si tu viens de salle commerciale et que tu es habitué à ta petite machine, bien c'est ce que je te dis, c'est justement je trouve qu'au niveau machine, tu peux absolument tout faire. Tu peux même faire des machines qu'il n'y a pas dans certaines salles commerciales. Aussi, après, ouais. Tout dépend des salles commerciales. Hein. Si on parle de par exemple, je sais pas moi, les Gold Gym, les trucs comme ça, qui ont énormément de machines. Ah bah là c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Tu peux trouver un équivalent, à minima. C'est presque équivalent, presque mieux, parce qu'il y a des machines qui sont beaucoup mieux que celles proposées en salle commerciale. Ce que je voulais te demander aussi, c'est toi, du coup, ça fait combien de temps que tu es dans la FA? Depuis combien de temps tu es un peu dans le milieu? Et dans 2-3 ans, où est-ce que tu te vois, où est-ce que tu te situes en termes d'évolution? La FA, je l'ai découvert en même temps que je suis arrivé dans le club. En fait, je voulais faire une reconversion professionnelle, si on peut appeler ça comme ça. Okay. Donc, je cherchais un stage pour pouvoir faire mon BPGEPS. Ok, ouais. Et en fait, il s'avère que mon voisin, en fait, c'était Marco, donc le président dont je te parlais tout à l'heure. Donc lui, il m'explique qu'en fait, il est sur le point de reprendre une association, l'ACMA. L'ACMA, ouais. Et moi, je lui explique que je recherche un stage dans ce genre de structure pour faire mon stage. BNF. En fait, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ok, ouais. C'était en quelle année? Aux alentours de 2019. Je me rappelle plus précisément, mais à peu près ça. Dans ces eaux-là, ok. Donc à ce moment-là, on se rencontre et c'est à ce moment-là aussi que je fais la rencontre de Raoul. Donc Raoul qui est lui-même l'ancien président, qui pendant 1 an a assuré la transition au niveau de la force athlétique, puisqu'il y avait une volonté de Marco de conserver la force athlétique, puisqu'à ce moment-là, on s'était vraiment posé la question, est-ce que la force athlétique, on la garde ou on la garde pas? C'était complètement anecdotique et on sortait tout juste du côté... la force athlétique, c'est un truc de mecs qui se tapent la tête dans le mur. Tu vois, on était vraiment encore dans ces clichés-là. Okay, ouais. Louis Simons, tu sais, les mecs qui s'entraînent super hardcore. Ouais. Il n'y avait pas encore cette vision un peu mainstream comme on peut l'avoir aujourd'hui. Ouais. Le côté je peux avoir une vie normale et je peux faire un peu de force athlétique, c'était vraiment vu comme un truc hardcore uniquement, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, c'est comme ça qu'en tout cas moi je le voyais. Et en fait, c'est Raoul qui m'a un petit peu sensibilisé, qui m'a un petit peu parlé de la force athlétique. Moi, au début, je me sentais pas du tout légitime à faire ce sport. Moi, je venais des arts martiaux à cette époque-là. Je faisais encore du taekwondo, un peu de JJB, etc. Et c'est lui qui m'a dit, bah écoute, non, tu pourrais très bien t'y mettre, etc. Donc, je me rappelle, sur une feuille, nous avait fait nos petits objectifs, etc. Et c'est comme ça que moi, je suis rentré un petit peu dans la force. Ouais. À l'époque, il y avait encore le système premier pas, qui n'existe plus du tout aujourd'hui. C'était quoi ce système? En fait, c'était un système où, en gros, tu avais vraiment les premiers pas, c'était la compétition pour les débutants. Okay. Quand tu n'avais jamais fait de compète. Ouais. Et tu faisais les premiers pas, ensuite tu avais une autre compétition, la compétition régionale, et c'était un autre système. Ok, c'était pas comme aujourd'hui où genre les clubs lancent leur compétition. Non. Les anciens peut-être diront qu'aujourd'hui c'est moins bien. Okay, les gens qui ont connu que ce système, ils vont dire c'est super. Enfin voilà, après chacun il va de son avis. Mais c'était un autre système. Okay. Donc on a commencé comme ça, il y a un petit groupe qui a commencé à se former à l'ACMA, à faire des petites compétitions, etc. Et puis après, moi, rapidement, je me suis un petit peu désintéressé de l'aspect compétition pour me concentrer plus sur le coaching, voilà, sans pour autant que ça me manque ou que ça me frustre. Donc moi, si tu veux, le côté compétiteur, c'est encore quelque chose qui me tient un peu à cœur, mais c'est pas quelque chose qui définit ma pratique. Ok. Moi, je suis plus, je m'épanouis beaucoup dans l'entraînement. Ouais. Et la compétition, c'est histoire de concrétiser, mais j'ai pas cette envie ni forcément ce besoin de monter sur la plateforme. Moi, je m'éclate à l'entraînement. Je m'éclate dans ma salle. Ok, ouais, je vois voilà, il faut vraiment que j'ai une bonne raison d'aller en compétition. La dernière compétition que tu as fait, c'était il y a combien de temps? En février dernier. Ah ouais? Février 2025. C'était où? Et ça, ici, à l'ACMA. À l'ACMA. Ah, t'as fait l'ACMA Meet? C'était un super moment, mais justement, ça faisait 3 ans que j'avais pas fait de compétition. J'avais plein de choses à libérer, à exprimer, à matérialiser, si je préfère. Ouais. Donc ça avait beaucoup de sens pour moi de faire cette compétition. Mais aujourd'hui, là, il me faut de nouvelles raisons pour avoir envie de remonter sur la plateforme. Ce qui t'anime plus, c'est le coaching, dans la salle qui fait… Voilà, c'est ça. Moi, je suis carrément épanoui d'accompagner mes athlètes, de les voir progresser au quotidien, de les accompagner en compétition. Ça me satisfait entièrement. Ouais. Moi, je continue à faire mon petit entraînement. Je m'entraîne toujours dur dans mon coin. Ouais. Je fais pas que de la FA, je fais aussi d'autres choses. Ouais. Et aujourd'hui, je suis très épanoui dans ma pratique sportive. Et pour moi, c'est le principal. Quand tu arrives à trouver vraiment cet équilibre,
Tu vois, genre moi je connais beaucoup de gens, mais moi j'ai fait cette erreur à un moment de trop m'enfermer dans une sphère FA. Ça, c'est le piège, mais on passe tous un peu par là. Même sur les réseaux sociaux, etc. Je passais du temps à faire des stories et tout. Et je me rendais pas compte qu'autour de moi, en fait, les gens, presque ils se désintéressaient de moi parce qu'ils voyaient que j'étais que attiré en fait, par la FA. Et c'est très compliqué quand on est dans cette passe-là parce qu'on se demande comment on en sort. Parce qu'on apprécie la FA, on aime bien et on se rend pas compte à un moment qu'on s'enferme. Et le plus dur, c'est de se limiter en fait un peu. Et à la fin, on trouve cet équilibre. Moi, il y a le foot aujourd'hui qui m'anime aussi. J'essaie vraiment de trouver beaucoup de centres d'intérêt autres que la FA. Et je trouve que quand on a trouvé cet équilibre-là, on s'épanouit mieux dans sa vie Bien et sûr. dans le sport. Je trouve que la FA, il y a beaucoup de personnes, moi y compris, qui au début, quand on découvre la force athlétique, c'est un peu comme cette relation toxique avec un ou une ex, tu vois. C'est-à-dire que genre t'es trop intéressé, t'en fais trop. Tu réfléchis trop, tu t'entraînes trop, tu mets trop lourd, tu fais trop de volume, tu réfléchis trop à ta technique, tu regardes tes vidéos avant de te coucher. Exactement, mais ça. Sur Insta, tu regardes. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là, je pense. Ce que lui il a fait, tu te compares, tu dis ah lui il a ce poids-là, moi je suis une merde, je fais que ça. Ah mais lui il a 2 ans de pratique, moi j'ai 3 ans de pratique, je suis moins fort que lui. Enfin, c'est ça. Ça monte à la tête en fait. C'est trop, c'est ça trop. Monte vraiment Et trop puis à la tête. une fois que t'es passé par cette phase, bah soit tu craches, soit tu burn out, soit tu quittes. Ouais. Ou soit tu apprends à adoucir un petit peu au fur et à mesure et à intégrer la force athlétique de manière beaucoup plus modérée dans ta vie. Pérenne. Et tu te rends compte que ça t'empêche pas de progresser, voire même tu progresses parfois mieux. Parce que tu as réussi à créer un petit peu ce détachement, ce qui est pas plus mal parfois. Dans 2-3 ans, où est-ce que tu te vois? Niveau force athlétique, hein, mais même sur le plan personnel. Bah après, moi, j'ai pas particulièrement actuellement d'ambition personnelle, en tout cas en tant qu'athlète. Moi, mes ambitions, c'est surtout tourner vers l'ACMA, la salle. Voilà, c'est ça, surtout et vers l'ACMA, tu vois. surtout tourner vers mes athlètes. Donc, ce que je vois, c'est qu'on continue à. Déjà, première chose pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est déjà consolider ce qu'on a. Tu vois, avant de penser développement, avant de penser investissement, c'est déjà continuer à conserver ce petit bijou, comme je disais au début, l'authenticité, etc. C'est pas des choses qui sont dues au hasard. Donc déjà, continuer à travailler sur ça. Et puis voilà, en parallèle, en même temps qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui arrivent, continuer à acheter du matériel, continuer à montrer à tous nos adhérents, pas que les adhérents de Force Athlétique, qu'on est là, qu'on est à leur écoute et qu'on est prêt à répondre à leurs besoins, tu vois. Surtout continuer à consolider ce que tu dis, la base. C'est ça. Et puis après, les évolutions, elles viennent naturellement. Exactement. Il n'y a pas 2 compétitions par an, c'est bien. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on maintienne aussi ce rythme-là. Pourquoi pas 3? Parce que souvent, ces dernières années, il y avait 2 compétitions de FA et une petite compétition qualificative de bench. Donc même si on arrive à garder ce rythme-là, c'est très bien. Et puis après, en parallèle, on organise aussi d'autres événements pour les autres pôles. On fait des petits événements un peu type crossfit, cross-training. Oui, ça aussi, je l'ai vu. Parfois, on peut faire des petits bootcamps. Donc, il y a aussi d'autres événements pour les autres adhérents. Donc, continuer à faire tourner la maison, continuer à accueillir de nouvelles personnes. Mais oui, on n'a pas d'objectif forcément chiffré. Tu sais, une association, le but à la fin de l'année, c'est pas forcément de dire « Ah, on a fait 10 000 de plus, on a fait 5 000 de plus ». Le but à la fin de l'année, c'est de se dire ok, est-ce qu'il nous reste de l'argent pour investir? Si c'est le cas, bah, tant mieux, comme ça on peut racheter des machines. Mais le but au final, c'est surtout de retomber à zéro. C'est-à-dire que nous, l'objectif, même si imaginons on est excédentaire, ça ne va pas tomber dans les poches de quelqu'un. Ça va forcément se retranscrire pour les adhérents. Parce qu'au final, c'est leur cotisation. C'est de leur montrer qu'avec leur cotisation, on en fait quelque chose de bien. Eric, je te remercie. Merci à toi. Et puis merci pour ton temps. Et puis avec grand plaisir. À la prochaine fois alors. Tu seras le bienvenu.